Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous à travers nos stations partenaires dans tout le pays. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 mai 2015. Bienvenue donc à vous. La situation politico-sécuritaire à la veille donc de la signature de l'accord de paix prévu pour le 15 mai prochain. C'est donc le thème de cette émission. Et pour cela, nous sommes avec trois invités. Amadou Koïta du Alassane Abba de la CODEM, majorité et opposition donc représentée à cette émission. Et enfin en direct, André Bourgeot, analyste, spécialiste du Sahel. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara est à la mise en onde. Studio Tamani. Un convoi militaire a été pris en embuscade vers 9h30 ce matin, près donc de Tombouctou par les combattants de la coordination des mouvements armés de l'Azawad. L'attaque a été confirmée de sources rebelles et militaires. Ce drame intervient quelques jours seulement avant la signature prévue le 15 mai prochain de l'accord de paix. Ici à Bamako, pour la cérémonie proprement dite, l'État malien veut faire venir des chefs d'État et des chefs de gouvernement et ainsi que des délégations internationales. La grande inconnue donc reste la participation des groupes rebelles, la coordination des mouvements de l'Azawad à la cérémonie donc de signature. Pour rappel, la CEMA a refusé de paraffer l'accord. Selon elle, il ne prend pas en compte leurs préoccupations. Depuis quelques jours, les combattants de la CEMA ont ouvert plusieurs fronts en attaquant les positions de l'armée malienne. La dernière en date est donc celle de ce matin et en fait plusieurs tués selon les partis. Alors, André Bourgeot, bonjour. Vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes analyste et spécialiste donc du Sahel. Vous êtes avec nous? André Bourgeot, vous êtes avec nous? Oui, mais il y a des petits problèmes d'ordre technique parce que ce que j'ai entendu était très haché. Ah, est-ce que d'accord. vous m'entendez bien? Maintenant, est-ce que vous nous entendez mieux? Ah oui, beaucoup mieux, oui. D'accord. Alors, je posais la question, pourquoi la situation ne s'apaise-t-elle pas à quelques jours donc de la signature? Bon, je crois que c'est une situation assez classique. Lorsqu'il s'agit de procéder à une signature, il y a eu très souvent, on l'a vu dans le passé, une sorte de regain d'activité de type guerrière. Ensuite, je crois que le tournant qui a été pris et qui crée une situation nouvelle, c'est la conquête de Ménaka par le Gatia au détriment du mouvement national de libération de l'Azawad. Donc à cet égard, je trouve quand même un peu surprenant les propos qui ont été tenus par la MINUSMA qui, sauf erreur de ma part, d'après ce que j'ai lu en tout cas, demande le retrait du Gatia de Ménaka, ce qui correspond aussi de facto à une forme de soutien inavoué au mouvement national de libération de l'Azawad. Donc ça ne crée pas véritablement une bonne atmosphère, d'une part. D'autre part, les affrontements ont tendance à se généraliser quasiment sur l'ensemble du pays. À partir du moment où il y a eu cet attentat à Bamako, il y a eu encore différents affrontements. On sent bien qu'il y a un regain d'activités de type guerrière qui normalement ne devrait pas remettre en cause le paraphe le 15 mai, mais en tout cas qui crée une situation qui ne peut générer que le doute. Merci beaucoup André Bourgeot. Je rappelle que vous êtes analyste et spécialiste également du Sahel. Merci pour la disponibilité. Donc Amadou Koïta, vous êtes du Parti socialiste. Aujourd'hui, l'armée malienne est attaquée sur plusieurs fronts. Est-ce qu'elle peut tenir ses positions? Je vous remercie. Je voudrais dire bonsoir aux auditrices et auditeurs du studio Tamari. M'incliner devant la dépouille des soldats qui sont tombés aujourd'hui, qui sont morts pour le Mali, qui sont morts pour la paix, la réconciliation, l'unité et l'unité de notre pays. Nous avons mal, puisque le gouvernement du Mali s'est engagé
dans un processus de sortie de crise à travers le dialogue. Et a même consenti d'énormes sacrifices. Comme vous le savez, ce projet, cet accord, malgré qu'il contient beaucoup d'insuffisances, le gouvernement a estimé qu'il faut y aller, puisque la paix n'a pas de prix, elle a certains coûts. Si à quelques jours de la signature de cet accord, la CMA s'adonne à de telles attaques meurtrières, je pense qu'aujourd'hui nous devons nous poser un certain nombre de questions. Nous estimons aujourd'hui qu'en tant que Maliens, en tant que citoyens, c'est l'ensemble du peuple malien qui doit se donner la main, puisque c'est notre pays qui est attaqué. C'est nos forces armées et de sécurité qui sont, chaque jour que Dieu fait, attaquées. Et d'autres tombent. Je pense que l'heure de l'union a sonné. Donc, on a mal, mais nous restons debout. D'accord. Alors, Alassane Abba, vous êtes du parti, la CODEM, donc parti de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, l'armée malienne est attaquée sur plusieurs fronts. Il n'y a plus de cessez-le-feu qui tiennent. Quel est votre avis sur la capacité aujourd'hui de l'armée malienne à pouvoir tenir ses positions? Bonjour. Permettez-moi, tout comme mon frère Goïta, de m'incliner également sur tous ceux qui sont tombés, et que Dieu les accueille dans son paradis éternel. J'avoue que, comme tous les Maliens, nous sommes choqués. Nous sommes choqués, et moi particulièrement, parce que, étant du Nord, singulièrement de Gundam, on ne peut qu'être sonné par l'information. Parce qu'au moment où on est tous tournés vers le 15, au moment où chacun d'entre nous fait ce qu'il peut pour ne pas capoter la paix, la chance qu'on a de faire aboutir la paix, au moment où nous, personnellement de Gundam et de la région de Tombouctou, on est en train de frapper à toutes les portes. Pour la petite affaire, nous revenons d'une caravane qui a sillonné l'ensemble du cercle de Gundam, qui est allé jusqu'au niveau en profondeur, voir les réfugiés en Mauritanie, qui a sillonné les zones les plus à risque du cercle de Gundam, qui a rencontré les notabilités du cercle de Gundam, les maires, tous les élus, au moment où nous avions cru avoir sincèrement donné à ces gens, à nos frères, la chance de sortir par la grande porte. C'est à ce moment précis qu'on frappe. J'avoue qu'on ne peut être que profondément touché. Nous pensons simplement que, de toutes les façons, ça peut se faire, mais ça ne peut pas remettre en cause, pour notre avis, la chance qu'on a de paraffer les accords le 15. Nous constatons comme vous ce qui s'est passé. Nous allons en parler en profondeur, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que tel que nous l'avions découvert à Gundam, tel que chacun d'entre eux s'est exprimé, réfugiés comme ressortissants à l'intérieur ont émis en tout cas l'ardent désir de mettre fin à cette guerre. Nous pensons que c'est déjà quelque chose et que sûrement nous pourrons paraffer ces accords. Je ne dis pas tout le monde, mais en tout cas il y aura une bonne partie des gens qui vont s'inscrire dans cette logique. Nous, de la majorité, vous le savez, on a dit que ces accords, quand bien même ne sont pas des accords parfaits, c'est quand même un compromis qui est là, avec lequel il faut faire, quitte à nous de les parfaire au fil du temps dans l'exécution. Alors, André Bourgeot, vous êtes en ligne avec nous. Aujourd'hui, que faut-il dire du rôle de la communauté internationale pour l'apaisement des tensions qui se déroulent actuellement au Mali? Avant de répondre directement à votre question, je voudrais attirer votre attention sur une interrogation qui me paraît pertinente.
Est-ce que véritablement le MNLA et à sa suite la coordination des mouvements de l'Azawad avaient l'intention de procéder, d'engager des processus qui pourraient conduire à un accord de paix? J'observe qu'au bout de 8 mois de négociations, il y a eu un certain nombre d'arguties flexibles qui a fait en sorte qu'on arrête de négocier, on reprend, etc. Ce qui me permet de penser qu'effectivement, est-ce qu'ils avaient véritablement l'intention de signer cet accord de paix, de paraffer cet accord de paix? Et là, ça fait le lien directement avec l'attitude de la communauté internationale. Je pense que la communauté internationale, de par les pouvoirs qui lui sont conférés, aurait dû exercer ces pouvoirs afin de mettre en place des contraintes sur les leaders de cette coordination. Je pense par exemple leur facilité à se déplacer quasiment partout en Europe, mais aussi en Afrique, que ce soit à Nouakchott, au Burkina Faso, etc. Donc cette communauté internationale a, de mon point de vue, eu une position très ambiguë, voire un petit peu douteuse. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Ménaka, mais ce n'est pas simplement à propos de Ménaka. On a l'impression qu'il y a une sorte de collusion entre cette communauté internationale, donc à savoir la MINUSMA, mais aussi l'opération Barkhane, qui est une opération militaire française, qui fait en sorte que plus particulièrement les dirigeants du MNLA font un petit peu ce qu'ils veulent et notamment continuent à exercer leur influence au sein des lobbies français et plus généralement des lobbies européens. Donc il y a une part de responsabilité de cette communauté internationale. Je regrette qu'il y ait tant de tergiversations qui me paraissent politiquement et militairement significatives. Donc la question que je me pose et que je vous pose, est-ce qu'effectivement la CMA a l'intention de signer, de paraffer un accord de paix civile? J'insiste sur la paix civile parce que les accords qui ont été, les négociations qui ont été engagées à Alger renvoient justement à cette notion de paix civile. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que la CMA, et plus particulièrement entre ces éléments les plus irrédentistes qui sont à l'étranger et qui vivent dans des conditions très aisées, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'engager, au vu de ce qui se passe dans le septentrion, quelque chose qui conduirait à des rapports de force militaires cette fois-ci et qui d'un paraphe d'accord militaire. Je pense que c'est un peu ça qui se met actuellement en place. Alors pourquoi je fais cette analyse-là? Parce que la coordination sait très bien qu'elle ne peut pas arriver au pouvoir par la voie démocratique. Alors là, ça fait le lien avec le contenu, un des contenus des accords de paix et plus particulièrement le rôle que peut jouer le président des conseils régionaux qui est élu, dont l'élection repose sur une élection au suffrage universel direct, donc il leur confère de grands pouvoirs. Mais je ne vois pas comment, par la pratique électorale et élective, il va y avoir un président de région qui va avoir l'adhésion des sociétés de travail, d'autant que la coordination des mouvements de l'Azawad n'a pas d'assise sociale et politique très importante. Elle manifeste son pouvoir qu'à travers les armes. Donc à partir du moment où on les dessaisit de ces armes-là, ils voient mal comment ils peuvent arriver à un pouvoir de nature démocratique. D'accord. Alors, cela nous amène directement à observer quelques secondes de pause avant la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, une initiative est en cours pour pouvoir réunir à nouveau les acteurs à Alger. D'ici donc, la signature prochaine annoncée est prévue le 15 mai prochain pour le gouvernement malien et la plateforme. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies évoque donc une possible prolongation après le 15 mai, d'où notamment cette signature possible de la CEMA après la date butoir du 15 mai. Alors, tout à l'heure, André Bourgeot parlait donc du rôle de la communauté internationale Amadou Koïta. Amadou Koïta, que
pensez-vous de cette situation, de ce rôle justement de la communauté internationale pour apaiser les tensions? Moi, je pense que la communauté internationale est aujourd'hui face à ses responsabilités. Après avoir parrainé le processus de dialogue pendant 8 mois, après avoir consenti tant d'efforts pour parvenir à un projet d'accord, après le refus de la CEMA de paraffer et de l'humiliation que la CEMA fait subir aujourd'hui à la communauté internationale, je pense qu'il est grand temps que la communauté internationale joue parfaitement son rôle. Doit-elle user de la force? J'estime qu'aujourd'hui, qu'à partir du moment où elle s'est impliquée pour que cette crise ait une issue pacifique, à partir du moment où elle a consenti, comme j'ai dit, tant d'efforts, il est temps aujourd'hui de dire que ça suffit. On ne peut pas comprendre qu'au moment où le monde entier est en train de soutenir le Mali pour une sortie de crise, au moment où les Maliens ont accepté un document qui, ma foi, pose problème, mais l'ont accepté en estimant que ça peut ramener la paix, et que ceux qui ont pris les armes contre le Mali, qui n'ont été mandatés par aucune population, qui continuent à user de ces armes pour tuer des Maliens, pour terroriser les populations maliennes, qui sont martyrs chaque jour. Moi, j'estime qu'après le 15 mai, la seule option qui reste à la communauté internationale, c'est d'appuyer les autorités maliennes à ramener la paix, à faire usage de la force, comme elle est en train de le faire au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça que le peuple malien attend de la communauté internationale. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ménaka. Nous avons été de ceux qui n'ont pas compris plutôt pourquoi la MINUSMA demande le retrait du Gacha de Ménaka. Elle est là pour protéger les populations civiles. L'arrivée de Gacha a été salutaire pour ces populations qui sont sorties pour manifester leur joie, qui sont sorties pour dire vive la liberté, qui sont sorties pour dire vive le Mali, vive l'unité de notre pays. À partir de cet instant, la mission de la MINUSMA, c'était d'accompagner cette population. Aujourd'hui, il est clairement établi que la CEMA n'est pas prête à aller à la paix, que la CEMA n'entend que le bruit des armes. Ce n'est pas notre souhait. Mais une fin tragique vaut mieux qu'une tragédie sans fin. Donc voilà, nous invitons la communauté internationale à être claire dans ses prises de position. Amadou Koïta du Parti socialiste, parti donc de l'opposition. Alors Alassane Abba, vous êtes d'un parti de la majorité présidentielle, la CODEM. Aujourd'hui, que pensez-vous du rôle de la communauté internationale? Bon, moi j'entends les gens dire que la communauté internationale n'est pas claire. Pour moi, elle est claire. Hein. Pour moi, c'est clair. Il faut dire que leur position, ce n'est pas ce qu'elle devrait être. Leur position est claire aujourd'hui. Pour qui c'est quoi la position de la communauté La position, internationale? c'est que c'est elle qui couvre aujourd'hui la CEMA et les MNLA. C'est clair là. Parce qu'à partir du moment où on a, depuis la France, on a chassé les gens, on a libéré un territoire. Tombouctou, Gao, tout a été libéré. On a laissé un nid à Kidal. Nid qui a été interdit, même aux forces armées nationales du Mali. On a permis à ces gens de se refaire une santé. Donc cette position, ce n'est pas qu'elle n'est pas claire. Hein. Elle est claire, c'est eux qui sont à la base de ça, mais ça ne devrait pas être comme ça. Pour nous, leur attitude ne devrait pas être celle-là. L'attitude de ces gens doit viser surtout à dire au MNLA, attention, si jamais vous êtes ici, vous n'êtes pas autorisé à bouger. On doit leur fermer la bouche, même parler là. Parce que c'est comme ça que ça se fait. Quand tu es sur un territoire d'autre, parce que c'est quand même le territoire malien. Donc vous pensez que le gel des positions doit être mis en application? Depuis là-bas. Parce qu'en réalité, même quand on avait dit que le MNLA était cantonné à Kidal, dans la réalité, nous qui sommes au nord, nous savons que ça et là, il y a des actes qui menaçaient la paix. Les gens coupaient les routes. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Moi, je crois très sincèrement qu'il faudrait que et la communauté internationale et surtout nos voisins jouent le jeu clair. Parce qu'il faut le dire, le MNLA, ils sont sur une terre, ils vont, ils commercent, ils sortent, ils vont en Algérie, ils vont en Mauritanie, ils vont en France, ils vont au Burkina. Et après, ils viennent faire des attaques. Moi, je ne peux pas comprendre que tu fasses de tels forfaits sur un territoire voisin et t'autoriser après de revenir et après on t'accueille comme
un petit président. Ce régulière. n'est pas, c'est pas bon. Alors, André Bourgeot, l'initiative dont je parlais tout à l'heure de la médiation, d'organiser une réunion en ce moment à Alger, est-elle opportune? Excusez ma réaction en riant, parce que c'est quand même pas la première fois que la coordination demande le report des négociations. Je n'ai pas fait de la comptabilité de ces positions-là, mais je crois que c'est au moins à 4 ou 5 reprises. À chaque fois qu'une date est fixée, celle-ci était fixée récemment, il y a toujours quelque chose qui intervient et on dit non, il faut encore attendre 15 jours, il faut encore attendre 3 semaines, etc. Ce qui me permet de dire, est-ce que véritablement ils ont l'intention de parapher ce document, qui est un document pour lequel j'ai formulé certaines critiques, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi on leur laisse prendre des mesures dilatoires tout en sachant qu'ils vont renouveler l'opération dans 15 jours. Donc il faut savoir pourquoi ils ne veulent pas signer. Il semblerait qu'ils ne veulent pas parapher des documents parce qu'ils persistent à revendiquer l'autonomie et l'indépendance. Mais ça, c'est un acquis. C'est un acquis dans le sens où ça a été refusé par tout le monde, y compris par la communauté internationale et bien sûr par les autorités maliennes. Alors pourquoi la dite communauté internationale, la nébuleuse de la communauté internationale, n'intervient pas pour dire mais ça suffit, on s'est déjà prononcé là-dessus, il est exclu qu'on aille dans le sens de l'autonomie et de l'indépendance. Donc il faut aller dans le sens d'un compromis, même s'il y a aussi dans ce compromis des positions un peu de compromission. C'est pour ça que c'est un petit peu déroutant. On ne comprend pas bien pourquoi cette communauté internationale qui est quand même qui a des pouvoirs importants. La France joue un rôle important au Mali, a la capacité à faire en sorte que d'exercer des pressions. Je me demande s'il n'y a pas un double langage. D'un côté, le langage qui consiste à dire il faut respecter l'intégrité et l'unité territoriale, et en même temps, on soutient implicitement des groupes armés qui ne représentent qu'eux-mêmes, qui n'ont pas d'assises sociales, qui n'ont pas d'assises politiques, et on les soutient dans leur revendication encore d'autonomie et d'indépendance. Et là, si on fait le lien avec le contenu des préaccords, je ne sais pas comment il faut dire exactement, en tout cas des accords d'Alger, la régionalisation qui, de mon point de vue, est une forme de régionalisme, puisque ça confère des pouvoirs extrêmement importants au président du Conseil régional, ça va tout à fait dans leur sens. Mais encore une fois, ça ne va dans leur sens qu'au niveau du principe, mais pas au niveau du pouvoir, parce qu'ils ne pourront pas arriver au pouvoir, y compris avec ces pouvoirs conférés au président de région par la voie élective. Alors, donc je reprends un peu l'analyse que je faisais tout à l'heure. Au vu de l'histoire, il y a eu 5 rébellions armées. Et à chaque fois, ça a été aussi une manière de bafouer la démocratie. Alors la question que je pose, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas retourner à une pratique plus démocratique et plus nationale, et puis finalement mobiliser le peuple malien. On voit bien que le peuple malien désavoue d'une manière assez ferme les objectifs et les méthodes utilisées par la coordination du mouvement de Azawad, y compris les sociétés Touareg. Certains Touareg de renom ont pris déjà des positions là-dessus. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas assainir politiquement la situation en ayant recours au peuple? Merci beaucoup André Bourgeot pour cette analyse. Alors Amadou Koïta, André Bourgeot vous disait tout à l'heure qu'une réintégration politique était quasi impossible aujourd'hui. Quelle peut être la concession la plus élevée de la part du gouvernement malien pour pouvoir intégrer les combattants rebelles? Non, je pense que le gouvernement, comme je l'ai dit, en paraphant déjà cet accord, le gouvernement a senti d'énormes sacrifices. Et nous sommes dans un système démocratique. Je l'ai dit tantôt qu'aucune population n'a mandaté les MLLA et ses partenaires qui ont pris les armes contre le Mali. Aujourd'hui, c'est un processus qui a été engagé. Processus au terme duquel un accord est obtenu, qui contient certes des insuffisances. Mais pour la paix, notre État a estimé devoir parapher ce document. Ça fait 2 mois. La CEMA a été invitée à parapher le document le 15 avril. Aujourd'hui, elle reste dans une logique. Cette logique, c'est la logique des armes. Nous estimons aujourd'hui qu'il n'y a plus d'autres sacrifices à faire. Le gouvernement malien, le peuple malien
a consenti d'énormes sacrifices pour qu'il y ait le retour de la paix. Maintenant, après le 15 mai, je pense que la communauté internationale doit être là pour jouer réellement sa partition. Quand on est médiateur entre deux forces belligérantes et qu'on se rend compte qu'il y a une force qui ne veut pas du tout de la paix, il est aussi normal de créer les conditions pour imposer cette paix. Et l'imposition de cette paix passera aujourd'hui à appuyer les forces armées maliennes qui se battent, je l'ai dit. Aujourd'hui, nos forces armées ont retrouvé le moral. Ils ont fait échec à la SEMA, à Léré, à Tenengou, et également à Gundam, à Diré. C'est vrai, ils sont tombés sur dans une embuscade aujourd'hui, mais nous pensons que le peuple malien a consenti beaucoup de sacrifices et s'est beaucoup patienté. Ça nous appartient aujourd'hui de dire non, ça suffit. Et il n'y a aucun sacrifice de plus. D'accord. Alors, Alassane Abba, vous êtes de la CODEM, parti de la majorité présidentielle. Aujourd'hui, que pensez-vous de l'initiative de la médiation aujourd'hui de pouvoir réunir les acteurs à Alger une énième fois, 48 heures avant la date prévue pour la signature de l'accord de paix à Bamako? Avant de dire mon initiative sur ça, moi je vais revenir sur la question qui vient d'être abordée par la réponse donnée par Amadou. J'avoue, moi je suis du Nord, et je vous dis qu'il y a eu un traitement spécial. Si ça pouvait faire entendre raison et amener les gens à ne pas prendre les armes, ils allaient renoncer aux armes depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que quand nous étions déjà à l'Assemblée nationale, vous le savez, il y a eu un projet de loi qui crée des régions, qui crée exclusivement une région à Ménaka, qui crée une autre région à Théodénie, et qui pourtant n'a pas pris compte du reste des régions, même de nos revendications, des populations autres que les populations nomades et arabes à l'époque, tamashek et arabes. Pourquoi créer une région à Ménaka? C'était pour permettre aussi de satisfaire les revendications politiques, déjà leur permettre d'avoir des élus en grand nombre à l'Assemblée nationale. Théodénie, qui est même une partie de Tombouctou. Imaginez-vous toute la région de Tombouctou. Tombouctou même n'a qu'un député. Mais on a créé une région où il y a 5 élus arabes qui seront sûrement des arabes, parce que la population là-bas, c'est des arabes, la région de Théodénie. Il y allait avoir 5 élus arabes qui allaient venir à l'Assemblée nationale au nom de la réconciliation. Au même moment, Ménaka, qui est érigé en région, va certainement désigner des élus où la majorité serait aussi des élus tamashek. Pensez-vous pas qu'il y a un problème de représentativité là aussi, puisque cette zone représente quand même les 2 tiers du pays? Oui, mais ça, on va revenir. Ça c'est un autre débat. C'est pour simplement vous dire que si on avait appliqué la loi depuis, si la rébellion n'avait pas éclaté, si on nous avait laissé aller à l'application des textes avec Amadou Toumani Touré qui était l'initiateur de ce projet de loi, ces gens allaient se retrouver à l'Assemblée nationale 22 élus tamashek contre à peu près 8 élus sédentaires. C'est-à-dire, quand je dis tamashek, c'est-à-dire les Arabes et puis les tamashek à la fois. Alors, nous, on n'avait pas vu de problème dans ça si ça pouvait amener la paix. Si cette configuration qu'on avait à l'époque décriée, si ça pouvait cette configuration est-elle mieux que celle envisagée aujourd'hui par le président Ibeka? Moi, je ne vois pas une configuration qu'Ibeka encore n'a rien envisagé jusqu'à présent. Avec la régionalisation. Il y a la régionalisation. Certainement qu'elle sera poussée. C'est-à-dire que le nombre, je suis convaincu que le nombre d'élus sera encore multiplié peut-être par 2, par 10, ou même pas, je ne sais pas. Parce que ce qui est clair et net, quand vous regardez, et c'est là que le bas blesse, nous allons en venir, c'est là que le bas blesse. Quand vous prenez le nord du Mali, les 4 régions, c'est-à-dire Mopti, Tombouctou, Kidal et Gao, c'est quand même plus de 2 tiers de la République du Mali. Sur les 2 tiers de la République du Mali, on a à peine une vingtaine de cercles. À peu près une vingtaine de cercles. Quand vous prenez le cercle de Gundam, le seul cercle de Gundam, c'est plus que, je l'ai dit, le Togo, la Gambie
et le Cap-Vert réunis. En termes de surface. En termes de superficie. Alors, nous allons Alors, observer quelques secondes de pause. Merci Alassane Oui. Abba. Quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie de cette émission consacrée justement à ce rendez-vous du 15 mai prévu pour la signature de l'accord de paix entre Bamako et les groupes rebelles. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, c'est les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pouvez retrouver cette émission ou l'écouter tout simplement en direct. Alors aujourd'hui, le débat porte sur cette situation politico-sécuritaire à la veille donc de la signature prévue de l'accord de paix prévu le 15 mai prochain entre le Mali, la plateforme et la CEMA. Nous sommes à la troisième partie consacrée donc à ce jour J de la signature prévue le 15 mai prochain. Alors André Bourgeot, aujourd'hui le gouvernement malien veut faire venir des chefs d'État et de gouvernement à ce rendez-vous du 15 mai, sachant que la signature du principal protagoniste se fait toujours attendre et désirer. Aujourd'hui, est-ce qu'il est réaliste de réunir tant de personnalités à Bamako pour une signature qui n'aura probablement pas lieu? Bon, l'initiative relève des autorités politiques maliennes avec un certain faste, parce qu'il me semble avoir lu que 40 chefs d'État étaient invités à participer à cette signature. La question que je me pose, c'est qu'effectivement, est-ce que ça correspond à l'état politico-militaire du Mali actuel? J'ai l'impression que non. Même si la CEMA parachait ce document, on sent bien qu'il n'y a pas un engouement, qu'il n'y a pas un enthousiasme particulier sur les accords d'Alger. On sent bien aussi qu'il n'y a même pas de consensus sur ces accords-là. Donc pourquoi attribuer autant d'importance, autant de festivité? Je pense qu'il aurait été beaucoup plus sage de faire quelque chose. Bien sûr, une cérémonie elle est nécessaire, mais avec beaucoup plus de modestie, parce que ces accords d'Alger, c'est pas une victoire pour le peuple malien. Donc je ne comprends pas pourquoi tant d'argent dépensé aussi. Je ne sais pas qui va financer ces festivités, mais ça coûte beaucoup d'argent. Je voudrais faire une comparaison, par exemple, avec la flamme de la paix il y a maintenant une vingtaine d'années. C'était le grand engouement, etc. Et puis finalement, ça a débouché sur quoi? Ça a débouché sur une nouvelle rébellion. Ce que je crains, c'est que même s'il y avait un paraphe de la CEMA, est-ce que véritablement ces accords sont porteurs d'une paix pérenne et définitive, comme on dit? J'en doute un peu. Mais je voudrais revenir un peu sur l'attitude de la CEMA. Quels seraient les leaders de la CEMA, MNLA, HCUA, MA, qui auraient le courage et la volonté de se présenter à la population pour être élus? Quelle est cette personne qui serait susceptible de dire « je dépose les armes et je me retourne vers le peuple, si le peuple m'élit, tant mieux, si je ne suis pas élu, tant pis ». Je peux annoncer qu'il n'y a aucun des leaders qui vivent quand même particulièrement bien à l'étranger, que ce soit en Afrique ou en Europe, qui aurait le courage de respecter la démocratie et d'engager un combat démocratique. Ils ne le font pas, ils passent toujours par les armes. Toutes les rébellions ont passé par les armes. Il n'y a jamais eu de volonté politique démocratique de dire « je représente les peuples de l'Azawad », puisque c'est leur discours, d'accord, mais s'ils se disent représenter les peuples de l'Azawad, ils doivent avoir recours justement aux électeurs de la dite Azawad pour dire « je représente le peuple ». Jusqu'à présent, André Bourgeot, les a mandatés pour représenter ce peuple. André Bourgeot, pour vous résumer, en un mot, il n'y a pas d'issue politique selon vous? J'ai pas l'impression, c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de paix militaire, parce que ça va être conditionné par des rapports de force militaires. On voit bien ce qui se passe actuellement dans le septentrion. Il y a une remontée des FAMA,
il y a le Gatia qui prend des positions, donc ça crée de nouveaux rapports de force militaire vis-à-vis du MNLA. Et si ça bascule d'une manière un peu plus prégnante, un peu plus définitive vers le MNLA, peut-être qu'à partir de ce moment-là, il y aura possibilité de négocier quelque chose. Mais je crois que c'est un peu ce qu'ils recherchent aussi. C'est la raison pour laquelle j'établis une distinction entre une paix civile qui est incorporée, qui est contenue dans les accords d'Alger, des négociations classiques, alors que de l'autre côté, je pense qu'ils recherchent un affrontement militaire. Et s'il y a recherche de cet affrontement militaire, je ne pense pas que les militaires de la coordination puissent sortir victorieux. On sent bien aussi que l'armée malienne, les FAMA, ont un soutien populaire. Et ça, c'est pas du tout négligeable. Alors aujourd'hui, Mongui Amdi, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, estime qu'il pourrait y avoir d'autres signatures, notamment de la CEMA, après donc ce rendez-vous du 15 mai. Que dites-vous à cette annonce? Je ne comprends pas pourquoi. Il faudrait qu'il y ait ce type de signature. Il y a eu des négociations avec la CEMA et avant avec les représentants. Pourquoi subitement, parce que la CEMA refuse de paraffer, il faudrait négocier uniquement avec eux? Je ne comprends pas du tout cette attitude. Et c'est quelque chose qui me paraît là aussi douteux. Pourquoi négocier d'un côté avec la plateforme? On connaît la position de la plateforme. Et comme la CEMA refuse de paraffer, on va négocier. Non, ça ne me paraît pas du tout sérieux. Ça veut dire quoi? C'est diviser pour régner? Merci. Ça veut dire que... Merci beaucoup André Bourgeot. Nous sommes pas loin de la fin de cette émission, mais restez avec nous. Peut-être que vous aurez droit à une dernière intervention avant la fin de l'émission. Merci beaucoup André Bourgeot. Alors ce rendez-vous c'est moi qui vous remercie. Restez avec nous, hein, c'est pas fini. Oui, je reste avec vous. D'accord, merci beaucoup. Alors Amadou Koïta, le rendez-vous du 15 mai, pensez-vous qu'il fallait une si grande mobilisation ou une cérémonie modeste? Non, moi, la forme m'importe peu. C'est le fond qui m'incombe. Le fond, ça nous permettra tout simplement de dire qu'après tant d'efforts consentis par le Mali, par la communauté internationale, voilà que les MLLA et ses acolytes refusent la paix. Et que la communauté internationale, forte de ce constat, doit maintenant changer de fusil d'épaule. Doit aujourd'hui comprendre que le peuple malien a souffert et que le peuple malien est resté patient, mais que cette patience a des limites. Et la communauté internationale doit rester égale à elle-même et respecter ses principes. Donc voilà pourquoi moi j'estime la forme pour moi n'est pas aussi importante, mais le fond c'est qu'à partir du 15, on ne doit plus ouvrir des négociations. La CEMA ne peut pas défier l'ensemble de la communauté internationale et qu'on continue à courir derrière elle. Je pense que la communauté internationale est là d'abord pour le Mali, qui est un État indépendant et souverain, qui a été attaqué. Et elle est là pour nous aider à pacifier, pour nous aider à aller à la paix. Et elle doit constater que s'il y a une partie qui refuse d'y participer, les mesures appropriées doivent être prises pour imposer la paix. Comme on a l'habitude de dire, qui veut la paix prépare la guerre. Alors, Alassane Abba, vous êtes de la majorité présidentielle. Pensez-vous que cette mobilisation, cette grande mobilisation et la venue annoncée donc de ces nombreux chefs d'État est une bonne chose? C'est une bonne chose, hein, si on décide de mobiliser. Comme l'a dit Koïta, tant mieux. On peut mobiliser, c'est pour vraiment accueillir. Nous-mêmes, nous sommes pressés de recevoir, même pas les chefs d'État, mais nous sommes pressés de recevoir nos frères du MNLA et tous ceux qui auront le courage de dire qu'ils viennent à Bamako dans l'optique simplement de signer, paraffer les accords. Vraiment, ils méritent cette fête. Ceux qui renonceront en tout cas à leur idée de violence méritent d'être vraiment accueillis. Maintenant, je dis que moi, je crois que ce n'est pas la communauté internationale seulement qui doit tirer les leçons. Les premiers qui doivent tirer les leçons, c'est les Maliens eux-mêmes. Parce que la communauté internationale
nous les avons vus partout où ils sont passés. La paix, c'est d'abord un comportement, c'est quelque chose qui incombe d'abord aux Maliens eux-mêmes. Notre paix là, notre liberté là, c'est nous qui devons la consolider, c'est nous qui devons l'arracher, quel que soit le prix. Les Maliens doivent être prêts, quelle que soit l'alternative. C'est-à-dire qu'ils doivent être prêts. Il ne faut pas seulement pleurer derrière la communauté internationale. Je crois qu'il faut dépasser ça à partir d'un certain temps. C'est nous qui devons prendre nos responsabilités. C'est nous qui devons comprendre que si la paix doit être au Mali, c'est les Maliens qui doivent se donner, c'est eux qui doivent verser en tout cas la rançon qu'il faut pour que cette paix soit effective. La communauté internationale peut nous accompagner. Et c'est ce que nous demandons, mais que les Maliens se disent qu'elle ne sera que ce que nous en ferons nous-mêmes. Alors, André Bourgeot, comme promis, nous retournons vers vous. Aujourd'hui, le président de la République annonce depuis toujours que tout est négociable avec le gouvernement, sauf l'intégrité territoriale du Mali. Alors aujourd'hui, quels peuvent être les consensus l'apport que l'État malien pourrait faire vis-à-vis de la CEMA? En tout cas, je suis un peu embarrassé pour répondre directement à votre question. J'observe que dans le contenu des accords d'Alger, il y a eu des concessions déjà extrêmement importantes qui ont été faites. Je ne vois pas quelle autre concession l'État malien serait susceptible de faire pour amener la coordination à paraffer. Encore une fois, je pense qu'ils n'ont probablement jamais eu l'intention de négocier pour aboutir à la paix. Donc ce serait faire encore des concessions qui n'iraient pas dans le sens de la souveraineté du peuple malien. Donc, tout court, vous pensez que cette souveraineté est le seul volet que la CEMA veut donc démanteler? En partie, oui, elle veut démanteler dans la mesure où elle n'a pas mis au rencard ses revendications autonomistes et indépendantistes. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi ils refusent de paraffer. C'est ça, donc s'ils refusent de paraffer, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils sont dans des situations où leur capacité de nuisance est très forte et que ça contribue à affaiblir sensiblement l'autorité de l'État. C'est ça un peu qu'il y a derrière. Donc à ce moment-là, ils peuvent se prévaloir effectivement de leur action. Encore une fois, les concessions ont été faites, par exemple reconnaître éventuellement le cas de l'Azawad. L'Azawad, quand même, qu'on le veuille ou non, elle incorpore une partition territoriale. Ça a été leur objectif, c'est ce qu'ils ont dit, etc. Ça, de mon point de vue, c'est une compromission importante. Reste après, comment on va appeler ces régions-là. Donc, voilà. Non, encore une fois, faire des concessions au sens et puis de recommencer tous les 15 jours, etc., etc. Et à un moment donné, il faut dire ça suffit, on passe à l'action. Alors, est-ce que vous estimez que le cas congolais peut se traduire au Mali? Bon, c'est une éventualité, une hypothèse qui n'est peut-être pas écartée, elle n'est peut-être pas souhaitable. Alors, on n'a pas parlé de l'Algérie, mais l'Algérie aussi, le rôle de médiateur et le rôle, on peut dire, quasiment hégémonique de l'Algérie sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien, c'est peut-être aussi à l'Algérie d'intervenir et de faire des pressions pour essayer de débloquer la situation. Mais encore une fois, j'insiste un peu sur cet aspect-là parce que sinon, ce sera sans fin. Ça fait déjà 8 mois. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de volonté réelle du côté de la coordination de paraffer. Donc face à ça, il faut prendre des décisions. Passer à l'action, comme vous dites. Alors, merci beaucoup, André Bourgeot, pour votre disponibilité, ainsi qu'à vous, messieurs, Amadou Koïta, du Parti socialiste, Alassane Abba, de la CODEM. Majorité présidentielle et opposition étaient représentées à cette émission, appuyée donc par notre analyste maison. Merci beaucoup, André Bourgeot, qui intervenait depuis la France. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara était à la mise en onde. Assa Sidibé a réalisé cette émission. Un clin d'œil à Ousmane Diadje Touré qui est couché à cause donc d'une vilaine grippe. Salim Djouara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir.
Le grand dialogue. Sigeka Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le grand dialogue.